Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir aussi nombreux. Merci Monsieur El Mouhoud. Complication, on en parlera. Et puis merci aux internautes qui nous suivent en direct sur Facebook ou qui nous suivront au fil des jours. Ce soir, un invité exceptionnel, donc vous êtes même reçu par la présidence, c'est-à-dire que Ariski Sadi, qui est le président de la CD, va faire un petit mot d'introduction pour vous saluer. Le prénom, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander votre prénom à chacun et à chacune. Simplement, c'est le titre du livre de ce soir et donc de la conférence de ce soir. Azul Flaoun, bonsoir à toutes et à tous. Azul, bonsoir Mouhoud. Bonsoir Mustapha, Azul. Toi, ton surnom ici, c'est Mousse. Moi, c'est Frigidaire. C'est Frigidaire. Donc, à propos de prénom et de surnom, le surnom qui dans ces lieux est le plus récurrent, c'est Beben. C'est sans doute celui qui, depuis des années, c'est un surnom, à défaut de prénom, qu'on entend dans ce lieu depuis des années. L'ACB de Mousse, de Beben, de Mouhoud, de vous toutes et de vous tous, votre association, depuis 47 ans, organise ces moments d'échange, ces moments de réflexion et ces moments de célébration. Alors, être adhérent de la CB, c'est ça, c'est pouvoir permettre que ces échanges, que ces moments continuent. Je dois vous dire que, justement, être de la CB, c'est être d'une famille. Et c'est la famille qui donne le prénom. Et le titre de votre livre, cher Mouhoud, moi, m'a fait songer à la pièce de théâtre de La Porte, le prénom. Rien à voir. Et ça n'a pourtant rien à voir, mais ça m'a fait songer à ça. Tu as le droit de changer, change comme tu veux. Parce que dans cette pièce de théâtre, un couple annonce à sa famille, annonce à son entourage qu'ils vont prénommer leur futur enfant Adolphe. Adolphe en référence au roman de mœurs de Benjamin Constant. Et leur entourage, leur famille, se mettent à les en dissuader. Leur argument, c'est que l'enfant va porter toute sa vie un prénom, le prénom de Hitler, d'Adolf Hitler. Alors, vraiment sujet, vraiment complètement hors sujet. Alors, c'est le professeur qui note. Hein. Professeur, je te mets 2 sur 20. Pour l'instant, rien que pour la prise de parole. En tout cas, c'est un sujet sensible que le prénom. Et ce sujet sensible, voilà, on va en parler. S'il est l'un des points de ce prénom, s'il est l'un des points de démarrage, il est aussi le prénom, celui qui transporte une histoire familiale, une histoire civilisationnelle. Voilà. Le prénom est aussi quelque chose qui évoque, pour les sociétés qui accueillent le prénom et qui accueillent l'enfant qui le porte, des sujets dans lesquels le prénom et l'enfant évoluent. Alors comment la société française a-t-elle accueilli un prénom tel que le Mouhoud? Comment l'enfant évolue dans la société française venue d'Algérie? C'est le thème de ce soir. Un autre le Mouhoud, lui, le Mouhoud Jean Amrouche, affirmait que en prenant une des plus vieilles souches d'Afrique, le berbère, et en lui greffant une instruction française, une culture française, ça donne une chose si belle que cette chose ne sait plus démêler ce qu'elle doit à la France ou aux Berbères. Et quelles que soient les sociétés dans lesquelles nous évoluons, nous, la société algérienne avec toutes les difficultés qu'elle nous oppose, la société française avec tout ce qu'elle nous apporte, mais aussi avec ce qu'elle nous inflige lorsque, par exemple, c'est le racisme qui prévaut, quelles que soient ces sociétés dans lesquelles nous évoluons, l'essentiel est de ne pas nourrir de ressentiment. Comment? Nietzsche dit que pour ne pas nourrir de ressentiment, eh bien, il faut toujours exprimer ce que l'on ressent. Quand ce que nous ressentons est immortalisé dans des livres tels que le vôtre, cher Mouhoud, lorsque ce que nous ressentons est immortalisé ainsi, eh bien, vous donnez à voir des modèles de réussite, vous donnez à voir des modèles à nous, de génération en génération, qui lisons vos témoignages, pour ne pas avoir de ressentiment, mais aller de l'avant. Et rien que pour cela, merci.
Merci, Monsieur le Président. Je vous donne quelques rendez-vous de la CD, Ah, c'est après bien, vraiment je disparais définitivement. Je vous donne quelques définitivement pour ce soir, je serai juste au fond, je ne parlerai plus. Ah oui. Quelques rendez-vous. Alors, le prochain rendez-vous, c'est dans une semaine. Nous recevons ici Richard Malka pour son livre Après Dieu. Nous recevrons aussi le 17 décembre Asri Hakim, qui lui aussi vient de sortir un livre Renaître. Et Asri Hakim, vous connaissez, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Il y aura ensuite Yenayel, et je vous le dis en avant-première, nous allons en avril prochain, le Printemps des Libertés, le traditionnel Printemps des Libertés. Cette année, le Printemps des Libertés aura comme thème, vous savez que chaque année, il y a un thème qui est donné au Printemps des Libertés. Cette année, ce sera la résistance poétique des langues minorisées, et une très très grosse partie de la programmation de ce Printemps des Libertés tournera autour de notre ami poète Ben Mohamed, qui est dans la salle ce soir. Merci à toi, Ben, d'être là. Et puis, l'ACB renouera à l'occasion de ce Printemps des Libertés avec une tradition de concerts festifs que nous avions un peu mis entre parenthèses, et ce sera au Cabaret Sauvage. Bonne soirée, bonne conférence. Merci. Adhérez. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il se passe au plan technique? Rien. Ah d'accord. Je vous présente en quelques mots, cher Mouhou. Alors, vous êtes économiste, vous êtes spécialiste de la mondialisation et des effets de ses effets sur la décolonisation. Délocalisation. On parlera de colonisation tout à l'heure. Délocalisation industrielle. Votre thèse portait d'ailleurs sur le sujet. Elle a été publiée en 1993 chez Economica. Parmi les nombreux livres que vous avez publiés, j'en cite deux parce que je pense qu'ils correspondent aussi à des sujets qui peuvent intéresser notre auditoire. Vous avez publié L'Europe et ses migrants, ouverture ou repli chez l'Harmattan en 2007, L'immigration en France, mythe et réalité chez Fayard en 2017. Vous êtes aujourd'hui, depuis le 17 décembre 2024, à la tête de l'Université Paris Sciences et Lettres, qui regroupe plusieurs universités. Alors, je n'ai pas compris quelle était cette structure et quelle était la fonction que vous remplissiez dans ce cadre-là. C'est pas vraiment le sujet. C'est pas le sujet, mais c'est juste pour comprendre, parce que apparemment c'est un poste important. Désolé. Un mot de présentation. Non, mais l'Université Paris Sciences et Lettres, c'est l'une des meilleures universités européennes, il faut bien le dire. Elle est classée dans les 30 premières mondiales. Elle regroupe l'École normale supérieure, Dauphine, que j'ai présidée auparavant, le Collège de France, l'Institut Curie, les écoles d'ingénieurs mines, l'école des mines, l'école de chimie de Paris, des écoles d'art. On a 5 écoles d'art, le Conservatoire d'art dramatique, l'école des arts décoratifs nationales, l'école Malaquais d'architecture, la FEMIS pour le cinéma. Donc c'est une université, comme disent les anglo-saxons, compréhensive, c'est-à-dire complète, qui a toutes les disciplines et qui est nouvelle parce que c'est une construction récente, mais qui est extrêmement porteuse d'avenir parce qu'elle permet de construire la pluridisciplinarité de manière sérieuse, à un niveau d'excellence élevé, bien entendu. Et donc j'ai été élu à la tête de l'Université de Paris Sciences et Lettres à l'unanimité, comme dans les Djemma, après avoir été président de l'Université Paris-Dauphine, qui est une membre composante aussi de PSL, Paris Sciences et Lettres. Mais vous regarderez sur le site et vous verrez. Voilà, ok. Voilà. Alors, puisque les questions de pluridisciplinarité, on en parlera justement parce que ce livre est aussi assez pluridisciplinaire. Alors, ce livre raconte votre histoire. Il est constitué de 3 parties. L'Algérie de 1940 à 1970. Ensuite, la France de 1971 à 2025. Une troisième partie qui porte sur les forces de rappel, où on verra en quoi effectivement il est possible d'être complètement intégré sans assimilation. Et puis un dernier petit chapitre dans lequel vous insistez sur le fait que vous refusez d'être classé comme étant un transfuge de classe. Tout cela, on essaiera de le développer si le temps qui ne nous est pas parti nous le permet. Alors, votre livre raconte donc votre parcours, votre trajectoire, depuis un village kabyle jusqu'aux responsabilités qui sont les vôtres aujourd'hui. Et je pense que le livre est important à plusieurs titres. D'abord parce que, comme parcours personnel, il est aussi symptomatique d'une histoire collective. Et en ce sens, il porte aussi l'histoire de l'Algérie coloniale jusqu'à la présence algérienne en France.
Ensuite, il reflète aussi l'histoire d'une génération, celle qui avait 20 ans dans les années 70, début des années 80, qui a aussi une particularité dans sa relation avec l'Algérie et dans son engagement citoyen en France. Il est aussi un rappel important sur les réalités migratoires. Et en ces temps où on cultive les peurs sécuritaires, les peurs obsidianiales, les peurs identitaires, votre livre apporte un certain nombre de réponses et dément bien des ignorances, des mensonges ou combat bien des ignorances. Enfin, il est aussi intéressant sur le plan identitaire parce que dans un moment de grande confusion identitaire, voire d'égarement, vous donnez bien des outils pour gérer les complexités identitaires, les appartenances culturelles composites. En ce sens, ce livre est aussi à mettre entre toutes les mains des plus jeunes en particulier pour mieux se construire. Et vous parlez de construction de soi, car cette construction est un effort, une discipline. Elle a besoin aussi de repères et d'outils, d'une boîte à outils, comme disait le philosophe iranien Darius Sharigan dans son livre sur le métissage. Mais il ne s'adresse pas seulement aux jeunes, parce que de là où vous êtes aujourd'hui parents, il est question aussi de transmission, et qu'est-ce qu'un parent peut transmettre à ses enfants, et dans quelle mesure cette transmission peut ne pas être une charge, ou ne doit pas être une charge. Je voudrais ouvrir d'abord sur 3 aspects théoriques qui me semblent cadrer votre livre. C'est-à-dire que, d'une part, qu'est-ce que vous appelez, ou qu'est-ce que l'auto-histoire? C'est à vous de répondre. Ah, c'est pas moi. D'abord, juste un préliminaire. Merci beaucoup, merci au président de l'ACB qui a fait très bien les choses, même si le début était un peu hors sujet. Mais c'était très très bien et je te félicite. Et merci. Et merci pour ta lecture. Et surtout, je suis très ému d'être ici parce que mon ami Slimane, qui est ici, il vient de se lever. Voilà. Slimane peut témoigner que nous étions là, j'ai un de mes fils qui est ici, et il est là. Tous les samedis après-midi pour les cours de Kabyle, pour les garçons, et les cours de la danse Kabyle pour ma fille Sarah. Et on ne ratait pas une seule séance. Et juste une anecdote, mes enfants, quand ils allaient à l'école, leurs copains leur disaient « nous on va à la synagogue », les autres disaient « nous on va à catéchisme », et puis eux ils disaient « nous on va à la CB ». C'est comme ça que ça se passait dans la famille. Et donc ils ont fait la CB durant toute leur enfance. Et merci de cette invitation qui vraiment me fait très plaisir, Mona, parce que moi j'ai fait pas mal de conférences depuis la sortie de ce livre qui est sorti le 19 septembre, mais là c'est un moment pour moi très particulier, très familial, je crois que c'est toi qui l'as dit, et c'est tout à fait juste. Bon. Alors, pourquoi j'ai dit que le prénom c'était pas vraiment le sujet? Parce qu'en fait c'était un prétexte pour raconter une histoire complexe en effet, qui ne transige pas avec la complexité racontée de manière simple. Je pense que le livre est écrit et compréhensible par chacun, mais la complexité est totalement restituée. Enfin, je pense avoir fait ce travail-là. Ça s'appelle Esquisse pour une auto-histoire de l'immigration algérienne. Esquisse parce que il faut être modeste, on n'arrive jamais à tout raconter, à tout structurer, à tout analyser. Et puis auto-histoire, parce que ça aurait pu s'appeler égo-histoire comme en théorie historique, les travaux de Pierre Nora en particulier et d'autres ont pu le théoriser, être le témoin de son histoire et faire le lien entre l'histoire individuelle et l'histoire collective, c'est ce que je fais, mais comme je ne suis pas historien mais économiste, je ne m'autorise pas le terme d'égo-histoire. Voilà, c'est une note de bas de page qui l'explique d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle une esquisse d'auto-histoire de l'immigration algérienne parce que nous sommes algériens, et même si la Kabylie est la région d'origine, l'algérianité est la nôtre. Voilà, elle nous embrasse et nous l'embrassons totalement. Donc il n'y a pas de concession à faire sur notre algérianité également. Et je sais que l'éditeur, sous la pression de certains libraires, voulait que ce soit esquisse d'auto-histoire pour une auto-histoire de l'immigration kabyle. Et j'ai refusé, bien entendu, parce qu'aujourd'hui il y a une extrémentalisation de la question kabyle qui est très dangereuse et qui revient au relent de la colonisation qui a exploité cette question de la division entre les Kabyles et les Arabes, et je raconte pas mal d'histoires là-dessus d'ailleurs de toute mon enfance et même aujourd'hui encore. Il faut refuser d'être catégorisé et il faut refuser d'être segmenté. C'est pour ça que ça s'appelle Esquisse pour une auto-histoire de l'immigration algérienne. Alors c'est pas un roman, il aurait pu être classé parmi les romans, il se trouve qu'il a reçu le prix du meilleur essai dans la catégorie essai
du prix du jury littéraire de la Grande Mosquée de Paris. Je suis heureux, je l'ai reçu avec grand plaisir, surtout à la mémoire de mon père qui nous a quittés il y a une année de cela, et qui aurait aimé être présent à cette cérémonie. C'est aussi un travail documenté qui a pris beaucoup d'années, non pas dans l'écriture qui date de 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus très bien, mais les morceaux de notes dans la boîte à chaussures. Voilà, que j'écrivais depuis une trentaine d'années à chaque fois que j'allais dans notre village en Kabylie. Ils ne le savent pas, mais je prenais des notes, je les mettais de côté, et puis je me disais ça va bien servir un jour. Et en fait, en lisant J.B. Pontalis, qui est, je rencontre avec quelqu'un que j'adore, qui est mort maintenant, mais qui a écrit toute une série d'ouvrages, de livres extrêmement fins et intelligents, a écrit En marge des jours et En marge des nuits. Et dans En marge des jours, il explique qu'il faisait ça, il mettait des notes de côté, puis un jour ça devenait des livres. Donc en fait, ces notes sont devenues des archives pour moi, et ils ont constitué les matériaux pour écrire cette histoire individuelle et collective à la fois, qui remonte aux origines des années 40, parce que c'est la date de naissance de mes parents, donc je raconte aussi l'enfance de mes parents d'une certaine manière, et de toute cette génération durant la Kabylie coloniale. Puis ensuite, notre première émigration à Alger, j'avais 6 ans, donc dans les années, milieu des années 60, 66, 67, et puis ensuite l'arrivée en France dans les débuts des années 70. Voilà. Donc il y a bien 3 parties, une partie qui revient aux origines, à la constitution historique de cette Kabylie, et c'est assez documenté sur le plan aussi social, politique, institutionnel, économique bien entendu, tout en partant de l'histoire familiale, individuelle, celle de nos origines évidemment. Et c'est la même méthode d'une certaine manière de description de l'arrivée en France et de l'insertion et par l'école de la République. Et j'en reviens, on y reviendra. Parce que l'autre cadre théorique important, c'est quand même, il faut le citer, c'est Abdelmalek Sayad, et ça, le chercheur pionnier sur les questions migratoires en France, et qui a introduit le fait qu'un immigré n'est pas seulement un immigré, mais qu'il est aussi un émigré, et qu'il a aussi une histoire. Et c'est toute la première partie de votre livre en particulier consiste à traduire cette histoire collective, non seulement familiale, mais aussi villageoise, l'histoire coloniale, l'histoire de la guerre, et l'histoire des valeurs aussi. Oui, alors, encore une fois, je n'ai pas une approche sociologique, non. J'ai simplement aussi, là, de manière par écho à ce que écrivait Abdelmalek Sayad, pris le soin de le citer. Il dit dans les 3 âges de l'immigration algérienne en France, toute étude de l'immigration qui négligerait les conditions d'origine des immigrés se condamnerait à ne donner du phénomène migratoire qu'une vue à la fois partielle et ethnocentrique. D'une part, comme si son existence commençait au moment où il arrive en France, c'est l'immigrant, et lui seul, et non l'émigré qui est pris en considération. D'autre part, la problématique explicite et implicite est toujours celle de l'adaptation à la société d'accueil. Dans cette phrase résume bien le processus. C'est pas mon cadre théorique nécessairement, mais moi je l'ai vécu, le fait que, et on le vit tous les jours dans les débats politiques aujourd'hui, instrumentalisés, on réduit l'immigré à l'immigré, c'est-à-dire qu'on lui efface son histoire. On occulte son histoire et on en fait un individu défini par son statut juridique d'immigré. Alors s'il est clandestin, il va être clandestin. S'il est étudiant, on va dire c'est un immigré étudiant, etc. Et on va effacer totalement l'origine, la trajectoire, ce qu'il porte en lui, le cortège de valeurs et de gens qu'on porte en soi quand on prend le chemin de l'exil. Et c'est un vieux thème finalement de l'immigration, et les Kabyles, pourquoi la Kabylie est si représentée ici, parce que l'émigration a été la soupape de survie de la Kabylie. En 1844-46, la Kabylie était une région proto-industrielle, c'est-à-dire pré-industrielle si vous voulez. Il y avait des ateliers un peu partout, l'artisanat, tout ce qui était Brodel le raconte dans la Méditerranée. Et c'était une région très industrieuse, qui aurait pu devenir évidemment extrêmement
dynamique sur le plan industriel. C'est ce que disait aussi la cause des jardins, Camille, la cause des jardins. Oui, à partir de 1946, on a tiré en plein vol cette région, et c'est le général Bugeaud qui a été à l'origine de ça, parce qu'il n'a pas seulement fumé les grottes pour massacrer les révoltes de 1846, il a aussi, et c'est cité dans les textes, qu'on rapporte de ses propres textes, nous voulons la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire effacer toute trace dans ce pays. Et à partir de 1846, la Kabylie va devenir un tas de cailloux, une région arboricole qui va dépendre de deux produits. La production, c'est la figue et l'olive, et le reste est importé. C'est une région à très fort taux d'importation. En fait, importer quoi? Des grains, du blé en particulier, puisque la Roman-Roland, c'est la matière première de tout Kabyle à ce moment-là. Donc la famine, la faim va se développer, les maladies, et c'est l'immigration qui va être la chance de cette région, puisque le taux d'immigration augmente, on le voit statistiquement, à partir de cette période-là, et il augmente encore une deuxième fois à partir de 1870, après la révolte de 1870. Donc c'est pour ça que le taux d'immigration de la Kabylie est le plus élevé des régions algériennes. Voilà. On avait fait une étude qui comparait à Tlemcen et la région de Tlemcen. C'est aussi une région à fort taux d'immigration, mais qui est deux fois moins élevé que dans le cas de la Kabylie. Donc cette histoire-là, elle est occultée dans l'ensemble des trajectoires de tout un chacun. C'est pour ça que je dis, j'ai une phrase qui est citée dans la 4e de couverture: mon parcours est loin d'être exceptionnel, il témoigne simplement que les migrations et les réussites sociales individuelles des immigrés et de leurs descendants sont le produit d'une histoire sociale, familiale et culturelle. L'immigré transporte avec lui des générations d'histoires dont il hérite, formées dans d'autres contextes, d'autres pays, d'autres cultures. Et c'est ça qui est ignoré. Et si on ignore cette histoire-là, évidemment, celui qui va en souffrir le plus, c'est celui qui est porteur de cette histoire et qui l'ignore. Ça, c'est la première ignorance dramatique. La deuxième ignorance dramatique, et je l'appellerai masochiste, c'est celle du pays d'accueil qui ignore la richesse que transportent les immigrés. Donc il y a juste une chose que je raconte dans le livre. Donc j'arrive en France en 1970, à la fin des 1970. J'avais quitté mes oncles frères, qui étaient, comme je les appelle dans le livre, qui est ici. Et c'est mon oncle, mais on a le même âge. Donc on était comme... et c'était déchirant, évidemment, de quitter toute cette famille. Ma mère ne s'en est pas remise de cette aussi culpabilité de partir et de laisser les siens derrière. Et en fait, les immigrés, c'est des gens qui sont assez remarquables, tous, autant qu'ils sont, parce qu'ils passent des séries de barrières. Et pour passer ces barrières, il faut de la dextérité, il faut de l'intelligence, il faut de la prise de risque aussi. Il faut aussi de l'abnégation et de la souffrance. Tout ça en même temps, mais aussi de la joie. Donc la complexité, elle est racontée comme cela aussi. Et quand j'arrive en France, je raconte cette anecdote, mon père qui ne pensait qu'à une seule chose, comme tous les Kabyles, à l'instruction et au savoir, m'avait donc inscrit à l'école à Gagny, où nous étions arrivés. Je rentre en début d'année. Il m'avait acheté ce costume. C'est une scène savoureuse. Une scène savoureuse, un costume comme celui que je porte presque aujourd'hui, avec une cravate. Je vais lui donner un t-shirt. Une chemise blanche, une cravate, un manteau long, des chaussures cirées, et puis les cheveux coupés presque à ras. Et puis je suis rentré à l'école en plein milieu d'année, à la rentrée de janvier, et donc les élèves me regardent. Ils étaient tous habillés en sweatshirt, en jean, en basket, des cheveux dans tous les sens. C'est après 68, évidemment, c'était pas du tout. Et ils m'ont regardé, ils ont dû se dire, ce gars, il descend de Mars. Et donc j'ai eu très peur. Et je me suis dit en kabyle, je me souviens très bien, c'était en kabyle, si je passe cette épreuve, plus jamais rien ne me fera peur. Et en effet, c'était une épreuve qui était la plus dure que j'ai pu vivre, cette rencontre de ces yeux, de ces 30 paires d'yeux jetés sur moi avec une surprise et un étonnement incroyable. Et le directeur me présente aux élèves et il dit: voilà votre camarade, il vient d'Algérie, ça doit être un cancre. Non. Et c'est comme ça que l'histoire commence. Et en fait, pourquoi? C'est pour ça que j'avais pensé, avant même d'avoir cité Sayad, c'était mon histoire, c'est de dire, au fond, ce que j'ai observé. C'est pour ça que mon histoire n'est pas exceptionnelle du tout, et que c'est vraiment le prétexte pour parler de cette immigration, autrement que la manière dont je l'ai fait en tant qu'économiste dans mes livres précédents.
En fait, ce qui était frappant dans ce cas, qui était le mien, c'est qu'il y avait une négation totale de l'origine, d'où je venais. Je venais d'Algérie. À ses yeux, en 1970, l'Algérie c'était à peine décolonisé, et c'était forcément quelqu'un qui pouvait être qu'un cancre. Il n'avait pas du tout regardé, par exemple, que nous parlions, quand nous habitions à Alger, à Cuba, c'était, je l'ai vu là, nous parlions l'arabe dialectal, déjà à l'extérieur, entre nous, les enfants. Nous nous retournions vers les parents, nous parlions le kabyle. Et nous allions à l'école primaire, nous apprenions l'arabe littéral, qui n'a rien à voir avec l'arabe dialectal. Et puis ensuite, nous apprenions le français en CE1. Donc en fait, on avait déjà une dextérité de passage d'une langue à l'autre qui était totalement ignorée dans mon cursus. Et il la considérait, sans parler du fait qu'on était bon élève, puisque on avait notre oncle, notre grand frère, mon oncle, mais c'est des confusions générationnelles, qui avait 5 ans de plus que nous et qui se vengeait de ce qu'il apprenait à l'école en nous obligeant à nous apprendre à lire et à écrire avant de rentrer à l'école. Donc on passait notre vie sur le balcon et il nous frappait, il prenait des délectations à nous frapper, mais nous on acceptait parce qu'on aimait bien l'école. On était premiers de la classe, et ça a été ignoré totalement. Donc ça montre bien que raconter son histoire de manière généalogique pour lui donner un sens collectif, c'est vraiment l'objectif de ce livre. Ça n'est pas du tout, encore une fois, un livre qui se complaît dans l'égotisme ou le narcissisme, enfin moins. C'est une livre de rencontre. Il y a peut-être les 3/4 de ce livre est consacré aux gens qui m'ont fabriqué, depuis la Kabylie jusqu'à ici, les professeurs, etc. Donc c'est un livre qui, j'ai un de mes collègues, professeur au Collège de France, qui m'a envoyé un très gentil mot, sociologue, et qui m'a dit ton livre n'est pas seulement important pour la sociologie, l'économie, etc. Il est aussi il dit quelque chose comme de mémoire, il faut avoir une sacrée humilité pour rendre hommage à tous ces autrui que tu portes en toi et à qui tu as donné toute cette... évidemment, le premier, c'est mon père, les premiers, c'est mon père et ma mère, mais tous ces autrui font partie de ma vie, je les transporte en moi et je raconte dans la complexité qui fabrique un individu. Je parle de production de soi et pas de reproduction dans mon cas, puisqu'en effet, je suis issu de la classe ouvrière et j'en suis absolument fier. C'est pas du tout quelque chose que je mets de côté, et c'est la raison pour laquelle la transfiguration de classe, me déplaît parfaitement. Et c'est ce que j'ai essayé de retracer, ce fil qui conduit, qui tisse les couches successives qui font un individu complexe, mais qui peut absolument concilier sa culture, ses racines, sa culture d'origine, et l'acculturation, c'est-à-dire l'adaptation à la culture du pays d'accueil. C'est cette complexité que j'ai, peut-être, s'il y a un mérite à ce livre, réussi à raconter de manière simple. Voilà. Je vous propose de faire une première lecture, comme ça on abordera un peu plus profondément la question de l'école comme élément d'émancipation. Voilà. D'accord, donc je commence là. Exactement. J'étais un enfant à la fois joyeux et inquiet. Mon inquiétude trouvait son origine dans les impératifs de réussite scolaire que mon père très vite m'a transmis en dehors de l'école, l'instruction, et met-il à préciser, point de salut. Pour moi, la traversée des frontières, d'abord du village natal Tifrit Malik, de la tribu des Aïtidja, en Grande Kabylie, vers Alger à l'âge de 6 ans, puis d'Alger à la région parisienne à l'âge de 10 ans, devait avoir pour contrepartie la réalisation des objectifs de réussite scolaire. Cet été 1992, j'écrivais dans mon journal épisodique « Je ne puis m'empêcher de m'identifier à l'écrivain Nabokov de manière symétriquement inverse. Je retrouve ces mots du biographe. C'est parce que Nabokov appréciait ça intensément. » J'étais en train de lire la biographie de Nabokov à ce moment-là. J'en parle un peu avant, c'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre si je situe ce passage. C'est parce que Nabokov appréciait si intensément le bonheur de se livrer à une passion si intensément détonnante et excentrique, chasser les papillons, qu'il avait ses propres raisons toutes particulières d'adopter les principes politiques de son père et de prôner la liberté selon sa propre vision des vers de Pouchkine. Et en fait, ça c'est le biographe qui parle de Nabokov. Et ce que disait le père à Nabokov, ne rendre compte à personne, être son seul vassal et seigneur, ne plaire qu'à soi seul, ne pas courber les chines, ne pas altérer ses intimes convictions ni ses pensées pour obtenir ce qui semble pouvoir, mais n'est que livret de laquais.
Et j'ajoute, ces vers de Pouchkine, je me les répète c'est moi qui parle, jour depuis 30 ans, mais je dois bien reconnaître que c'est pas un hasard. Si j'ai omis de retenir les 3 premiers, nous rendre compte à personne ne m'a pas été possible. Je n'étais pas mon seul vassal et seigneur. Je n'ai pas été capable de ne plaire qu'à moi-même, car je devais assouvir le mandat de mon père. Il fallait satisfaire mes parents et tout le cortège du village dont nous étions issus et que nous sacralisions au-dessus même de ce qui pouvait être une patrie. On y reviendra, les parents devaient démontrer que notre départ en France se faisait pour de nobles raisons, en tout premier chef pour donner une instruction à leurs enfants et par là même vivre une vie meilleure. Et là, c'est en ce sens que ce livre est plus qu'un témoignage sur l'histoire de l'immigration algérienne, c'est un témoignage sur l'histoire des migrations et des immigrations, parce que c'est vrai pour bien des communautés et bien des récits et romans qui tournent autour. Et alors, ce qui est essentiel ici, c'est qu'effectivement, l'exil n'est justifié que par le souci, notamment paternel, de la réussite scolaire et du savoir. Oui, tout à fait, surtout qu'on était quelques années après l'indépendance, il y avait toutes cette violence symbolique, réelle, puis symbolique, qui accusait de traîtrise ceux qui partaient. Et donc mes parents, ma mère en particulier, lorsque mon père a décidé du regroupement familial, parce que mon père est arrivé en France en 63, comme tous les... Il habitait rue Maraîcher. Il habitait rue des Maraîchers, dans le café du village, ou au restaurant, au hôtel, où tous les villageois arrivaient. Ils étaient... Et d'ailleurs, à tel point que je le raconte dans le livre, que nous, on pensait que les immigrés, nos pères, allaient émigrer à Maraîcher. Et pas à Paris, mais c'était Maraîcher. On pensait que c'était là qu'ils vivaient. On ne savait pas ce que c'était, mais on imaginait que c'était l'opulence, et évidemment, ce n'était pas le cas. Et c'était quoi ta question? C'était le rôle en l'occurrence du oui, père. Donc oui, et donc il fallait absolument partir. Pour de nobles raisons, c'est-à-dire pour trouver une vie meilleure. Mon père avait fait d'abord une première tentative de retour. Il a travaillé 2 ans, on habitait à Libière à ce moment-là, on s'était un peu séparés. Et il avait travaillé à la RSTA, il était chauffeur de bus, et puis il a vu qu'il n'y avait pas d'avenir en particulier. Il pensait que sur l'éducation c'était extrêmement limité, mais il faut bien savoir que la Kabylie, c'est pour ça que je suis revenu en arrière aussi, la Kabylie, l'Algérie dans son ensemble, à la sortie de l'indépendance, avait en moyenne 2 années d'études. Il y a 2 façons de mesurer le taux d'éducation, par le nombre d'années d'études, soit par le taux d'inscription par classe d'âge. On avait seulement 10% à 15% des Algériens qui avaient un niveau d'enseignement secondaire. Voilà, donc c'était le collège. On avait presque rien au lycée et presque rien à l'université, évidemment. Et le taux d'éducation des Algériens avant la colonisation de 1830 était bien supérieur, c'est documenté dans le livre aussi, à celui de la métropole. Donc en fait, il s'est passé quelque chose durant la colonisation. Et je raconte cette histoire, donc je raconte comment l'administration coloniale a aussi déstructuré les processus du savoir, alors que le savoir, c'est la valeur primaire et primordiale à la fois des villages kabyles, et en particulier de notre village maraboutique, qui était... où la jonction primaire première, quand vous alliez à l'école, c'était Asrarad ou Atsarad. Donc c'était, et quand mon père arrive en 1967, il revient pendant l'été, il voulait, le pauvre, récupérer toute l'année qu'il a ratée avec nous pour nous éduquer en quelques semaines, et donc il passait son temps à nous administrer des conseils. Et il disait, la première fois que j'entends ce mot, il me prend sur ses genoux, il me dit: alors, ça va, à l'école, etc., on parle, et puis il voyait que je ne parlais pas bien le français, parce qu'il me dit: ah, c'est pas grave. Et il me dit: il faut devenir quelqu'un. Alors je lui dis: qu'est-ce que ça veut dire devenir quelqu'un? Je croyais que c'était devenir quelqu'un d'autre, ça m'avait fait peur. Et il me dit: c'est la viraran. Quelqu'un qui a étudié et qui transmet. Voilà. C'était ça l'injonction de mon père, de ma mère aussi. Et en fait, cette injonction, elle porte toute la frustration de cette génération qui n'a pas eu accès à l'école. Parce que les écoles sont arrivées dans notre village en 56, 58 même, 55, 57, voilà, donc on est entre 56 et 58. Et Camus, que je cite beaucoup dans le livre, écrit dans ses chroniques algériennes de 1938 à 1958. Il tient un journal, il tient des chroniques dans l'Algérie républicain, et ça a été publié aux éditions du Seuil d'ailleurs, comme mon livre. Je suis très content d'être
dans la même édition que Mohamed Dib, que Mouloud Faraoun, que tout un tas de gens qu'on transporte en soi aussi. Et il a décrit le système scolaire de la Kabylie. Il faut lire ses chroniques, c'est absolument incroyable. Dans Misère de Kabylie, il explique par exemple que en 1800, à la fin du XIXe siècle, Jules Ferry en particulier essaye avec les missionnaires de faire un effort dans les grandes agglomérations pour mettre des écoles en Kabylie. Il pensait que cette vieille vulgate des Kabyles christianisables pouvait donner lieu à une possibilité d'éducation. Et il explique que même à ce moment-là, les écoles étaient fondées sur un programme d'indigènes, donc d'apartheid. C'était un sous-programme par rapport aux Européens. Et puis deuxièmement, dans les années 20, dans les années 30, cette tentative de construire des écoles dans cette Kabylie, et seulement dans les grandes agglomérations où se trouvaient les colons, a été stoppée net. Et un livre raconte très bien ça, qui est de Alain Mallet, qui s'appelle L'histoire de la Grande Kabylie, qui est sa thèse de doctorat, Mahé, et qui a fait sa thèse de doctorat sur le sujet, et qui a écrit plus de 1000 pages sur la Kabylie, la Grande Kabylie. C'est très bien documenté, c'est publié également, je cite ce livre. Et en fait, le tournant va être un tournant de l'administration coloniale, qui était d'abord militaire jusqu'en 1870, puis civile à partir de 1870. Et l'administration essaye, au contraire, de maintenir les Kabyles dans l'ignorance, ou d'arabiser même, c'est eux qui sont porteurs de l'arabisation, des Khanoun, des règles de fonctionnement des Jamaat, pourtant de tradition orale. Ils essayent de formaliser cela en pénétrant dans les institutions kabyles pour essayer de les modifier. Et ils ont, par exemple, obligé Lamine à prendre un wakil dans un autre échelon opposé, alors qu'auparavant ce n'était pas le cas. Alain Mahé explique parfaitement ça, vraiment très 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 bien, c'est pas le seul. Et donc il y a eu une tentative de déstabilisation des institutions qui n'a pas fonctionné, parce que les institutions orales ont persisté. Donc les Kabyles ont tenu des jamaat orales traditionnelles, et à côté de ça, ils tenaient des jamaat formels, qui rendaient compte avec des procès-verbaux écrits en arabe. Donc en fait, l'arabe en Kabylie, c'est la France qui a essayé, l'administration coloniale, de l'introduire. C'est intéressant. En tous les cas, les écoles étaient inexistantes là où se trouvaient pas les colons. Et je cite un autre ouvrage qui est celui de Germaine Tillon, qui a écrit, il y a deux ouvrages que je cite dans le livre. Il y en a un qui s'appelle Algérie 1957, où elle décrit la situation des Aurès, et qui est très proche de la Kabylie au fond. En 1937, elle y était allée, elle avait fait ses enquêtes, elle est revenue 20 ans après, en 1957, et elle fait une comparaison. Et c'est là qu'elle prononce ce terme qui lui a été reproché dans la colonisation. Elle parle de clochardisation des Aurès, des Algériens des Aurès. Et pourquoi elle dit clochardisation? Parce qu'en fait, ce qui s'est produit, alors c'est pas elle qui le dit souvent aussi, j'aide un peu les auteurs en leur donnant aussi ma propre analyse. En fait, ce qui s'est passé dans son récit, et c'est très très bien vu, c'est que les colons, dit-elle, je la cite, ont brillé par leur absence. En d'autres termes, ils n'étaient pas présents dans les zones rurales et montagneuses, qui étaient pourtant déstructurées du point de vue des institutions. Donc, ni il n'était présent pour apporter des infrastructures, ni il était absent pour laisser la dynamique de croissance institutionnelle se faire. Et d'où la clochardisation et la descente aux enfers de ces régions qui ont été complètement appauvries. Donc les colons ont brillé par leur absence, dit-elle, signifiant par là qu'ils n'ont investi des routes les premières routes chez nous, c'est 56, dans la piste, etc., fabriquées très tardivement, les infrastructures routières, transport, hospitalières, scolaires étaient inexistantes dans les zones rurales. C'est seulement avec le plan de Gaulle de 58 qu'on a essayé de rattraper les choses. Et d'ailleurs, à tel point, je cite une phrase de Camus, qui est citée dans mon livre. Camus, on lui reprochait beaucoup de choses inexactes. On a dit par exemple qu'il disait qu'il préférait sa mère à la justice, ce qui est totalement faux. Il parlait de la justice. Et il était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup sur la justice. Mais comme beaucoup d'Algériens, et je vous dis d'Algériens, évidemment, ils se sentaient complètement algériens, ils pensaient il pouvait y avoir une issue. Et il dit cette phrase, c'est la force infinie de la justice qui doit nous aider à reconquérir l'Algérie et ses habitants.
la force infinie de la justice. Et on ne l'a pas écouté. Il a dénoncé Albert Lebrun lui-même, si on lui donnait 200 francs par mois pour sa subsistance, écrit-il, c'était le président sous la Troisième République, s'adapterait à la vie sous les ponts, à la saleté, à la croûte de pain trouvée dans une poubelle. Dans l'attachement d'un homme à sa vie, il y a quelque chose de plus fort que toutes les misères du monde. Il est méprisable de dire que ce peuple, par des Kabyles, n'avait pas les mêmes besoins que nous. S'il n'en avait pas eu, il y a beau temps que nous lui aurions cru. Il est curieux de voir comment les qualités d'un peuple peuvent servir, ça c'est extrêmement fort, justifier l'abaissement. On le tient pour lequel on le tient, et comment la sobriété proverbiale du paysan kabyle peut légitimer la faim qui le ronge. Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut voir les choses, car les idées toutes faites et les préjugés deviennent odieux quand on les applique à un monde où les hommes meurent de froid, où les enfants sont réduits à la nourriture des bêtes, sans en avoir l'instinct qui les empêcherait de partir. La vérité, c'est que nous côtoyons chaque jour un peuple qui vit avec 3 siècles de retard, et nous sommes les seuls à être insensibles à ce prodigieux décalage. C'est Camus qui écrit ça sur les Algériens et sur les Kabyles en particulier. Donc on voit bien, donc Albert Lebrun, il est président de la Troisième République du 10 mai 32 au 11 juillet 1940. Donc vous voyez, c'est les dernières, presque les dernières vies de la Troisième République. Et Camus aussi explique comment, lorsque dans les années 40, 30, la Kabylie va sombrer dans la pauvreté absolue, la famine même, ça part de 2 choses. C'est assez intéressant. Alors, comme il n'a pas l'analyse économique, je l'aide un tout petit peu à aller plus loin que son récit, et puis c'est documenté par ailleurs. En 1935, en 1936, il y a une contraction du marché du travail en France. Déjà, la Kabylie vivait de l'émigration. Comme je vous l'ai dit, c'est 1846 qui est le pic migratoire, et puis 1870 encore plus, et à la fin du XIXe siècle, on a tous les quartiers, rue de Bière, le 20e, enfin Paris, Lyon, bien sûr, Marseille, etc. Et au fond, qu'est-ce qui se produit dans les années 30? Il se produit une contraction du marché du travail en France, qui va être à la fois le prélude à l'avènement du Front populaire en 1936, mais aussi ensuite du fascisme. Et en 1935-1936, vous aviez des lois scélérates anti-immigration, alors que la Kabylie vivait de l'immigration. Et il explique d'ailleurs, je crois que je vais retrouver une des phrases dans lesquelles il dit les Kabyles ont été assignés à résidence dans leur montagne à cause des lois anti-immigration. Et ces lois anti-immigration ont touché précisément les Algériens et les Kabyles, puisque c'était la majorité de la population immigrée en France, venant d'Algérie. Et en plus de restreindre l'immigration, on a renchéri les frais, les coûts des transferts d'argent. Or, qu'est-ce que fait un Kabyle quand il arrive en France? Il transfère la moitié de son salaire vers la famille. Or, on a mis des taxes sur les transferts d'à peu près 20 à 30%. C'est absolument gigantesque. Et donc, la soupape de sécurité qui permettait aux Kabyles de survivre, par les transferts, encore aujourd'hui, par les transferts d'argent, a été complètement annihilée par les lois de 35-36. Ensuite arrive l'histoire. Peu de gens connaissent cette histoire de ce côté-ci, mais aussi du côté algérien, finalement. Quand vous regardez les choses de près, vous allez voir comment cette région sombre à la fois dans la famine, mais reste debout. Et c'est intéressant. Pas du tout en rapport avec ce que dit le magazine Le Point quand il parle d'un peuple debout, pour instrumentaliser la division dans une perspective Rotaillot. Pas du tout, mais parce que simplement il y a des forces de survie, certains peut-être pas avec résilience, j'en sais rien, mais en tout cas ce qui va se passer, c'est qu'en plus la famine va être l'objet, le témoignage de l'iniquité des colons et de l'administration coloniale comme jamais elle ne l'a été. On a décidé d'augmenter, c'est Camus qui le raconte, parce qu'il traverse tous les villages du Kabylie, d'augmenter le prix du blé, de le doubler. C'est l'Office national du blé qui le pratiquement. Et quand vous faites ça, qu'est-ce qui se produit? La Kabylie dépend de 2 productions,
les figues et les olives, production totalement artisanale avec des économies d'échelle très faibles, même des rendements décroissants, diraient les économistes. À mesure que vous augmentiez les surfaces, vous réduisiez le rendement. Voilà. Et donc, pour importer du blé, qui devient beaucoup plus cher, eh bien, il fallait soit augmenter la quantité de production d'olives et de figues, soit simplement eh bien, avoir moins de blé avec la même quantité de figues ou d'olives. Donc l'appauvrissement va être total. Et un truc extrêmement intéressant, un événement extrêmement intéressant, page 49 du livre, j'en parle, de mon livre, Code de l'indigénat, interdit la collecte des fruits tombés à terre, et donc même Avlod était interdit. On ne pouvait plus ramasser les glands. Voilà. Ça m'est venu en Kabylie d'ailleurs, parce que c'est comme ça, quand on me disait sur Avlod, ça veut dire que tu ne resteras plus rien à manger. Et donc, c'est assez intéressant. Et ça rappelle quelque chose qui est décrit par Karl Marx dans la critique qu'il fait des règlements iniques qui empêchaient les paysans prussiens de ramasser le bois sauvage. Et c'était des lois contre le ramassage de bois mort, aggravant les paysans, la misère des paysans démunis sous Frédéric Guillaume. Et ça, c'était vraiment intéressant, parce que j'ai fait la connexion entre les deux. Et Camus dit, dans le village d'Elfey, près de Siderich, Camus observait que les habitants ajoutaient à leur maigre menu de racines et de galettes les graines de pain ramassées en forêt. Cependant, le code de l'indigénat interdisait même la collecte des fruits tombés à terre, et les gardes forestiers appliquaient la loi avec une rigueur implacable, punissant sévèrement les contrevenants pour ce que l'administration considérait comme un vol. Et ces règlements uniques, c'est moi qui le dis, rappelaient étrangement les critiques de Karl Marx contre les lois prussiennes de Frédéric Guillaume qui criminalisaient le ramassage de bois mort. Donc, oui, cette situation-là, c'est celle qu'a vécu évidemment mon grand-père, qui s'appelle Mourou, parce qu'on va revenir au prénom maintenant. On a fait un peu de suspense, vous allez voir. On va faire plaisir à notre ami Endeth. Pour te redonner raison. Donc mon grand-père s'appelait Mouhouf, comme moi. Voilà, j'ai hérité de son prénom, et puisqu'on donnait au premier garçon le prénom du grand-père. Et ma grand-mère, elle tenait absolument à ce que ce soit le prénom. Ma mère avait vu qu'il y avait un problème d'assonance entre mon nom et mon prénom. Mouhoud, elle a essayé un autre prénom, d'ailleurs qui est celui que j'ai donné à mon fils, Yacine. Et elle n'a pas pu, évidemment, la force de la grand-mère était bien plus, de la belle-mère était bien plus. Donc elle est allée voir le scribe du village et elle lui a demandé de mettre El Mouhoub, donc sur le registre des naissances. Et pourquoi, en fait, il y a cette assonance? Parce que les patronymes n'existaient pas avant 1882. C'est une loi. C'est assez peu connu aussi, et là je cite une thèse qui est remarquable, qui est écrite par Yamina Yermesh, qui a écrit une thèse sur l'anthroponymie, c'est-à-dire la manière de donner des noms dans la Kabylie, et la dénomination. Et donc elle montre qu'une loi civile de 1882, ça s'appelle la loi sur l'état civil des indigènes musulmans. Cette loi comporte une obligation de donner des patronymes aux familles. Donc, alors qu'avant cette loi, tout le monde le sait, vous avez tous ici, pratiquement tous kabyles, vous êtes, moi, El Mouhouf, Miss Hajarstri, mon père, voilà, Mouhouf, mon grand-père, Nath Mhansrid, notre clan, Adrouna, et puis Natija, notre tribu. Voilà. Et donc ça suffisait à nous définir. Et pour l'administration coloniale, c'était insupportable, pour deux raisons. Un, parce que il faut compter les gens pour prélever l'impôt. Pour compter les gens, il faut pouvoir faire un recensement. Et le premier recensement, d'ailleurs, va venir en 1886. Et ce recensement va permettre précisément de connaître les habitants de la Kabylie profonde. Mais avec les Edelman, avec les clans, c'était pas possible, c'était trop nombreux. Donc on a fragmenté, on a démembré les clans
en famille cellulaire, comme ce fut le cas en France. Et on a donné donc des patronymes, souvent dérivés des prénoms. Donc en fait, mon nom, Mouhoud, il prévient c'est un dérivé par une modification du suffixe, ou parfois des préfixes, mais là c'est du suffixe, qui devient Mouhoud. Mon oncle Salah s'appelle Mouhed, etc., etc. On a donc défragmenté. Et puis, il y a les Sabi, les Sassi, etc. Voilà. En fait, tout ça vient du fait que les noms ont été imposés par l'administration civile, par cette loi de 1882, en vue de ramasser l'impôt, de collecter l'impôt, première chose. Il y a un livre que je cite aussi qui s'appelle, qui est un de mes collègues, qui s'appelle Denis Connuot, qui a gagné un contrat de recherche avec l'Agence nationale de la recherche pour exploiter des archives de tous les pays colonisés par la France. Il a construit des bases de données absolument remarquables. Et il a écrit un livre qui s'appelle Un empire bon marché, aux éditions du Seuil aussi. Tiens. Et ce livre est une somme absolument sur la colonisation, pas seulement en Algérie, il y a une grosse partie sur l'Algérie, mais dans les pays d'Afrique subsaharienne, etc. Et il montre que la colonisation en Algérie en particulier, elle s'est financée par les indigènes, en particulier par le prélèvement de l'impôt. Donc il fallait prélever l'impôt, et pour prélever l'impôt, il fallait compter les gens. Et pour compter les gens, il fallait démembrer les familles. Voilà. Deuxième raison, c'est la question du contrôle. Pour contrôler les gens, il fallait leur donner des patronymes. C'est comme ça qu'on a des patronymes qui sont parfois complètement absurdes. Yamina, pourquoi je l'appelle Yamina? Elle s'appelle pas Yamina, Wardia Yermesh, qui a fait cette thèse, à qui je rends hommage, c'est une jeune chercheuse, elle a, historienne, elle a montré comment en fait on donnait des noms parfois complètement abracadabrantesques. Par exemple, les sons non patronymiques, SNP. Il y a des gens qui s'appellent SNP aujourd'hui. Voilà. Et tout ça vient de cette histoire-là. Donc je raconte cette histoire de mon prénom comme le produit d'une histoire. Alors ça ne veut pas dire que moi, j'étais content d'avoir une dissonance, une assonance complexe entre mon prénom et mon nom. Ça a été toujours compliqué. Déjà en Algérie, je me souviens que quand on était à l'école à Kouba, j'avais un instituteur d'arabe qui s'appelait Monsieur... Oui, mais je ne dois pas dire son nom, j'ai donné un autre nom. Je l'appelais Bahri, voilà. Et pourquoi? Il mangeait des cacahuètes toute la journée, et à la fin de la journée, il avait des épluchures de cacahuètes qui le dépassaient presque. Et c'était un fainéant total. On apprenait beaucoup avec la prof de français, Mademoiselle Bécouche, mais pas avec lui. Et quand je rentre dans la classe, je lui dis, il me dit Ismek, je lui dis Mouhoud. Et le nom de famille, Mouhoud. Il dit, tu me seras Bial, please. Voilà, même en Algérie, donc c'était pas évident, donc j'ai essayé. Et ce que je raconte, c'est aussi comment la force d'inertie de ce prénom, parce que dans les forces de rappel, eh bien, simplement parce que la symbolique, la charge aussi de ce prénom, est due au fait qu'on m'a raconté beaucoup de choses sur mon grand-père. Ce grand-père était valeureux. Alors c'est peut-être pas vrai, mais c'est moi comme ça que j'ai reçu le message sur la valeur de mon grand-père, qui était un homme supposé défendre la veuve et l'orphelin, qui était ami à un moment donné du village, qui était un pacha, qui était très courageux, qui travaillait, un travailleur, etc. Et qui a dit à mon père, là aussi, quand mon père marchait pieds nus dans la neige, sans chaussures, lui demandant des chaussures, il lui a dit, écoute mon fils, pendant la période de... C'est pour ça que je parle aussi de cette période de pauvreté qui a frappé tous les Kabyles de l'époque, toute cette génération, dont mon grand-père. Il ne suffisait plus de gagner de l'argent comme tageur en vendant... et je raconte aussi dans le livre comme les différentes catégories de paysans kabyles à ce moment-là, ceux qui détendaient du capital, c'est-à-dire un bœuf ou un mulet, et ceux qui n'avaient rien pour travailler l'autoproduction. Monsieur le professeur, je vais vous arrêter. Je finis juste la dernière, parce que là tu m'as coupé dans mon élan. Oui, mais... J'ai fini la dernière. Qu'est-ce que j'étais en train de dire là Ah oui, et ce grand-père valeureux, finalement, quand on reçoit son prénom, on ne reçoit pas que son prénom, on reçoit ce que son prénom symbolise, et c'est la raison pour laquelle, en dehors du fait que c'est un prénom aussi dont j'ai appris très rapidement l'étymologie, puisqu'il vient de l'arabe wahaba,
donner, et Mawhoub, c'est la forme passive du verbe donner, donc c'est celui qui reçoit le don, et donc en kabyle ça devient le Mouhouv. La charge symbolique de tout ça a fait que quand j'ai pris des tentatives de prendre d'autres prénoms arabes ou kabyles, j'ai jamais réussi à les garder plus d'une semaine. Je m'arrête là. Bon, je vais essayer d'aborder 2-3 thèmes avant pour que vous puissiez dialoguer avec la salle, avec des réponses un peu plus courtes, de façon à ce qu'on puisse donner un peu quelques éléments qui sont présents dans ce livre, qui est extrêmement dense, extrêmement riche, donc ce serait bien aussi de pouvoir aborder. Sur la question de l'école, oui, le temps passe vite. Sur la question de l'école, vous faites de l'école un levier d'émancipation. Sauf que effectivement, ça a été pour vous un levier d'émancipation parce qu'il y a eu un certain nombre de rencontres, de circonstances, notamment l'investissement paternel, mais aussi de rencontres, parce que par ailleurs, vous auriez très bien pu passer à la trappe comme beaucoup d'enfants d'immigrés. Donc, comment se passe ce processus chez vous? Écoutez, vraiment, c'est une histoire très complexe. C'est aussi une histoire de chance, de rencontre. C'était à la fois une histoire de rencontre et une histoire de contexte. Alors, les rencontres, ça compte énormément. Donc, ce directeur qui était un directeur raciste, évidemment. C'est Mayol dans le livre. Non, ça c'est le directeur. L'instituteur aussi venait d'Algérie, il était raciste avec kabylophile. Il était instituteur à Albial. Donc, il connaissait les Algériens. Et il me frappait en disant ton père doit te frapper aussi. Et donc il savait que je n'étais pas en désaccord avec le fait qu'on soit. Et jusqu'au jour où il a appris par mon père qu'on était kabyle. À ce moment-là, il a arrêté de me frapper. Donc on voit bien encore une fois la bêtise racialiste qui consiste à les distinguer les kabyles des arabes. En tout cas, ça m'a à chaque fois sauvé. La bêtise ne me sauve pas, mais. Parce qu'il vous fait renouveler, c'est ça? Voilà. Alors non, donc le directeur me dit tu vas aller en 6e de transition qui menait vers un CAP parce que j'avais un an de retard, parce que je venais d'arriver d'Algérie. Évidemment, moi je ne comprenais pas, mon père était très suspicieux. Lui, mon père, étonnamment d'ailleurs. Mais quand il est arrivé en France en 63, il est allé au cours du soir pendant 3 ans pour apprendre le français. Il a eu le certificat d'études au bout de 3 ans, il habitait à Maraîcher, il allait après le boulot de chez Renault, il allait travailler, il allait à l'école du soir, rue des Pyrénées. Et il disait, si je fais venir mes enfants, je dois pouvoir lire leur bulletin. Voilà. Quand vous avez des gens comme ça, vous pouvez que vous dire que vous avez de la chance, c'est tout, rien d'autre. Et puis, il voulait aussi être capable de faire un constat. Voilà. Et donc, moi, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Et c'est cet instituteur raciste qui me sauve. Il dit à mon père, ne l'envoyez pas vers cette voie qui était une voie qui menait vers un CAP à l'époque, parce que votre fils, il a des capacités intellectuelles. Et je dis cette phrase, son âme d'instituteur l'a emporté sur ses préjugés racistes. Voilà. Je réponds de manière courte. Oh, c'est bien, c'est bien. Je viens vous noter aussi. Il y a quand même une autre personne dont je voudrais que vous évoquiez, c'est comment c'est Jeanne Garçon. Oui, alors, comme par hasard, là aussi, c'était une famille juive algérienne. Ils venaient d'Oran et pratiquement c'était la même chose que nous. Les parents n'étaient pas riches, ils étaient, je crois, cordonniers, le père. Et ils arrivent, on les met dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est évidemment une transportation extrêmement complexe. Ils étaient 4 ou 5 enfants. Et Janine Garçon était une professeure de lettres dans mon lycée. Et elle était agrégée de grec moderne. Et elle était passionnée par le théâtre, par toute une série de choses. Et c'est avec elle que j'ai appris le maximum de choses en quelques années, en 2 ans. Peut-être ce que j'aurais pu apprendre en 10 ans, je l'ai appris en 2 ans grâce à elle. Elle était engagée, elle avait un grand cartable, elle était toute petite, c'est pas cartable plus grand qu'elle, pratiquement. Et elle nous faisait faire le théâtre, le cinéma. C'est comme ça qu'on a fait venir les chroniques des années de Brest, on a fait venir grâce à elle, on a fait venir aussi Marcel Kerouac, Get la Tour. Voilà, on a fait. Tout ça a été permis par ces professeurs extrêmement engagés, qui étaient remarquables. Et juste l'anecdote du théâtre, donc je m'inscris au cours du théâtre. Alors j'ai, je sais pas, 16-17 ans, j'absorbe la vie. J'apprends énormément comme une éponge, donc tout m'intéressait. Et donc je vais dans cette troupe de théâtre qu'elle dirigeait. On joue une pièce de théâtre qui va devenir d'ailleurs un succès après. Et la prof de physique
dit à mon père, votre fils, au lieu de faire le clown, il ferait mieux de travailler à l'école. Et alors mon père me convoque, comme toujours, et il me dit, je t'ai pas emmené en France pour faire le clown, tu vas arrêter ça tout de suite. Et alors je lui dis, c'est pas le clown, c'est le théâtre. Il dit, non, non, mais ta prof, elle m'a dit, etc. Et puis il voulait pas en démordre, donc je retourne à la répétition samedi après-midi, et je dis à Jeannie Garçon, mon père, il veut plus que je continue le théâtre. Et elle passe son après-midi dans la cabine téléphonique avec les pièces, à lui expliquer à mon père et ma mère était derrière, elle disait oui, on l'a pas emmené en France pour faire le clown, etc. Et alors elle passe donc vraiment toute son énergie et elle n'arrivait pas à les convaincre. À la fin, elle trouve l'argument, là aussi ça va me permettre d'être court, elle dit le théâtre c'est bon pour les examens oraux. Ce qui est étonnant, c'est que vous montrez aussi que ce parcours scolaire, ce parcours universitaire, même au moment où effectivement vous voulez devenir prof d'université, vous allez devenir président de l'université, il y a encore et toujours des assignations identitaires. Oui, ben parce que en fait, franchement, j'ai eu de la chance. J'ai pas beaucoup souffert on se moquait de mon nom souvent, mais ça c'était assez commun. Ce qu'il faut savoir, c'est que le racisme était et je le dis aux jeunes, était bien plus important dans les années 70, parce qu'il y avait encore les relents de la guerre d'Algérie, il y avait des ratonnades. Plus de 70 morts. Et c'est comme ça que d'ailleurs je me suis politisé, parce que je me suis inscrit à un moment donné dans les permanences anti-expulsion. On allait aider les Chibani, là, les vieux immigrés qui étaient expulsés par les lois Bonnet sur les rues. Et donc on allait les aider à écrire leurs papiers, à faire leurs papiers administratifs. À la fin, ils nous ont pris pour des assistantes sociales, même tellement ils pensaient alors que nous on était plutôt militants. Et donc c'était une période très dure. Là, il y a eu ce film du Pont-la-Joie. Il y avait ces meurtres, ces ratonnades. Et il y avait un racisme qui était là à ce moment-là, un racisme autoléré totalement. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire des choses pareilles, même si le racisme est instrumentalisé, il y a un relent très fort via les partis d'extrême droite. Mais la situation n'est pas du tout la même. À ce moment-là, c'était tout à fait autorisé. Mais en fait, à l'université, dans les milieux de la recherche, je n'en ai jamais souffert. Au contraire, c'était plutôt là, sur la question de devenir professeur des universités, c'est parce que les gens à qui vous demandez ne sont pas toujours transfèrent parfois leurs difficultés. Donc je vais voir ma chargée de TD, travaux dirigés. J'étais peut-être en licence d'économie à l'université de Paris-Sorbonne. Puis je lui dis, madame, comment on fait pour devenir professeur des universités? Et je fais une erreur, évidemment, de maladresse. Je dis pas comme vous, mais comme le professeur Bartoli, qui est dans l'amphithéâtre et qui était quelqu'un d'absolument éloquent, qui parlait sans notes, et que j'admirais tellement. Je passais mon temps, tu te souviens, Christine, on le regardait avec admiration comme ça. Là. Et puis, je lui dis comme le professeur Bartoli. Et elle me dit, vous avez 0,01% de chance d'y arriver, parce qu'il faut passer... il faut passer un doctorat, puis ensuite l'agrégation d'économie, l'habilitation à diriger des recherches, publier des livres, des articles dans les grandes revues internationales. Bref, elle m'a donné que les difficultés. Mais en fait, moi, je suis parti de là, j'étais un peu découragé. Je dirais jamais ça à un jeune qui vient me voir. Je lui dirais, écoute, si tu es passionné et que tu travailles et passion, voilà, tu arriveras. Mais ne regarde pas les statistiques, mais elle transposait sa propre inhibition. Et je me suis dit, en sortant de cet entretien avec elle, c'est ce qu'on verra. Ça vous a incité effectivement à continuer. Vous parliez tout à l'heure de cette génération que vous incarnez. C'est une génération qui avait aussi un rapport très particulier avec l'Algérie, qui a même pour vous, par exemple, orienté votre choix de formation, parce que vous aviez à la fois le souci de satisfaire à l'injonction paternelle de réussir en école et d'être intégré, mais avec un projet, c'est celui de retourner, contribuer au développement de l'Algérie, jusque même sur les questions de naturalisation qui traîneront. Oui, non mais là c'est parce qu'en fait on était aussi dans l'illusion de retourner servir le pays, mais ça qui a été fort dans cette génération. Oui, absolument. On n'était pas encore. Moi, par exemple, quand j'ai été exempté du service militaire, mon père n'était pas content. Donc on était dans une période où c'était difficile d'obtenir la naturalisation parce qu'on avait toujours une espèce de retenue comme ça. J'ai pris
à la société française quand j'ai décidé de passer l'agrégation. Parce qu'il fallait être français à l'époque pour passer l'agrégation de l'enseignement supérieur. C'est comme ça que je suis devenu très tardivement, finalement, français. Sinon, avant, j'avais une carte de résidence de 10 ans, comme tout le monde. J'avais très peur qu'elle me soit volée, bon, qu'on ne m'excuse pas à Tindouf. C'était une période complexe, mais les structures, les infrastructures existaient pour favoriser l'intégration. En particulier, je raconte l'histoire aussi des colonies de vacances, des centres aérés qui nous permettaient de vivre, mais aussi d'apprendre plein de choses. Les franches camarades, les municipalités communistes, tout ça, c'était des endroits de socialisation énormes. La politique aussi était un endroit de socialisation. Tout ça s'est érodé à partir des années 80. Le capitalisme français va connaître une mue à partir des années 80. La désindustrialisation va être féroce. On est passé d'environ 35% d'emplois manufacturiers à la fin des années 70, aujourd'hui à 12%. On est à 12% d'emplois manufacturiers, industriels. Donc une vraie désindustrialisation. Mais les endroits où sont restés les immigrés, c'était des endroits industriels. Je peux citer un exemple. Renault avait fabriqué des valves fourrées à Mantes-la-Jolie. C'est Renault qui a construit les usines Renault. Ben, quand ils sont partis, les gens ont été scotchés sur place. Donc en fait, le phénomène des inégalités sociales a toujours existé, mais il n'était pas territorialisé. C'est-à-dire que les mécanismes de redistribution par les politiques sociales, les allocations familiales, etc., permettaient de réduire les inégalités. Et il n'y avait pas de superposition entre les inégalités territoriales, ethniques et sociales. C'est nouveau, ça apparaît à partir de la deuxième moitié des années 80. On va avoir des poches de cités démunies, sans infrastructure de transport, etc., complètement déshéritées, par un effet de sélection par le haut, c'est-à-dire par le départ des classes. C'est Éric Morin qui raconte ça très bien dans le Ghetto français. Encore au soleil. Voilà, c'est ça. Et puis, donc les gens s'en vont et laissent sur place discuter. Voilà. Donc, ces mécanismes d'intégration par le logement aussi, etc., vont s'éroder peu à peu et échouer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, je raconte comment mes parents ont réussi à sortir de Gagny pour aller dans un endroit où il n'y avait que des pavillons, les Chalandonnettes. Je dis, une alliance objective entre ma mère et Albin Chalandon, que je ne connaissais pas, bien sûr. Albin Chalandon était le ministre du Logement en 1972, il est mort en 2023. Et il avait créé des chalandonnettes, c'est-à-dire l'accès à la propriété de pavillons à des taux de zéro, à des taux d'intérêt nuls. Donc en fait, ma mère avait vu ça. C'était des gens intelligents, qui étaient des gens complètement visionnaires et qui savaient, ils avaient des ambitions. Et en fait, c'est pour ça que je dis que ma réussite n'est pas une ascension sociale, mais une réparation sociale. Parce que eux, s'ils avaient eu accès à l'école, d'où le retour à l'histoire, ils auraient probablement réussi très 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 bien. Et donc c'est une réparation d'une injustice, ma réussite. C'est pas une réussite individuelle, héroïque, pas du tout. C'est pour ça que je dénonce, je déconstruis le concept de transfuge de classe dans l'épilogue qui s'appelle « Je ne suis pas un transfuge de classe ». Parce qu'en réalité, on est le produit de cette histoire-là, de la frustration aussi des parents qui n'ont pas pu accéder, mettant c'est pareil. Enfin, il y a plein de gens ont cette frustration énorme du non-accès à l'école. Donc, d'une certaine manière, je suis juste le produit d'une réparation. Et cette réparation est devenue plus complexe aujourd'hui, mais en même temps, je voudrais régler définitivement une acceptation collective d'un fait social erroné. On réduit l'immigration aujourd'hui à deux choses, qui sont des pôles minoritaires de l'immigration. On les réduit d'un côté à la délinquance dans les cités, ce qu'on appelle les queues de distribution statistique, c'est-à-dire des éléments qui sont minoritaires statistiquement, ou aux héros du football. Bien sûr, Zidane, c'est un Kabyle et tout ça, c'est très bien, il a fait gagner la France, c'est bon, très bien. Entre l'héroïsme sportif et la délinquance, ça fait une courbe comme ça, si vous voulez. Il y a une masse de gens, comme vous et moi, qui avons juste réussi par l'école, à des différents niveaux, mais globalement, super intégrés par l'école. Donc il y a, du côté du contexte du pays d'accueil dont on parlait au départ, il y a un masochisme français
qui consiste à déplorer en permanence l'échec de l'immigration et des politiques d'éducation, alors que cette école de la République, elle a réussi à intégrer des milliers, des centaines de milliers de gens. Très bien. Et on le voit aujourd'hui avec les jeunes. Moi, je le vois, même à Dauphine. Tout à l'heure, dans le métro, j'avais rencontré une étudiante de Dauphine qui était une de tes anciennes élèves à l'école. Elle me dit, vous êtes l'ancien président de Dauphine? Oui, je dis oui. Elle a réussi magnifiquement bien. Il y a toute une série de jeunes, aujourd'hui, grâce à l'apprentissage, grâce à tout un tas de trucs à l'université, qui réussissent parfaitement bien. Donc, si on prend les statistiques telles qu'elles existent, on a maintenant les données, la trajectoire et origine, qui est une enquête remarquable faite par l'INSEE et l'INED, on a les données. On a, si vous prenez, vous essayez de deviner, hein, si vous prenez le nombre d'immigrés et de leurs descendants, comme ça, dans la barre verticale, et là, le degré de réussite, par le revenu ou par les catégories socio-professionnelles, vous allez avoir une courbe en cloche. C'est-à-dire vous allez avoir très peu de gens qui sont complètement... Il y en a, bien sûr, c'est dû à la désindustrialisation, tout ce dont j'ai parlé. Vous allez avoir peu de gens qui sont des héros, du foot et du rap, et puis vous allez avoir une masse au milieu, qui est majoritaire, qui est vous et moi. Qui est-ce qui est visibilisé aujourd'hui? Ce sont les cas de distribution statistique. Et c'est la raison pour laquelle s'il y a un message aussi à faire passer, c'est de dire arrêtez d'être masochiste à l'égard de votre école, parce que votre école, notre école, elle a réussi. Les échecs de l'école sont le produit des échecs des politiques structurelles. Marché du travail, logement, aménagement du territoire. On a replâtré les cités, mais on n'a pas aidé à déverrouiller, à faire partir les gens, à les aider par la mobilité, l'accès au logement, l'accès à la propriété, tout ça, ils sont des facteurs de mobilité. Donc il n'y a pas eu de mobilité géographique. D'où l'assignation à résidence de ces populations qui constituent une minorité statistique, mais le coût de ces endroits est très élevé, bien sûr, en termes de représentation. Donc du coup, l'immigration est réduite à ces représentations schématiques qui sont erronées du point de vue statistique, mais qui représentent l'idéal type de l'immigré algérien, marocain, tunisien, celui qui est dans les cités, qui va porter la djellaba en plus, et celui qui réussit à devenir un héros et à faire gagner la France. Tout le reste, c'est invisibilisé, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi aussi, j'ai besoin de témoigner en étant quelqu'un de représentatif de la réussite par l'école, tout simplement l'école de la République. Je reviens à vous par un autre biais, par le biais de l'amour. Parce que vous avez respecté les deux injonctions. C'est le chemin, ça, c'est non, pas du tout. Et donc, vous avez respecté les deux injonctions paternelles, c'est-à-dire la réussite scolaire. Non, pas du tout, au contraire. C'est vous, de toute façon, moi je ne fais que suivre votre livre. Hein. C'est vous qui écrivez, et moi je ne fais que rapporter. Injonction de réussite scolaire, c'est fait. Injonction d'intégration, c'est fait. Sauf que vous n'avez pas respecté la dernière injonction qui est effectivement d'épouser quelqu'un de kabyle. Voilà. Et en plus, effectivement, autant que faire se pourrait. Non, mais évidemment, bon, alors moi je suis très public, hein, je ne peux pas vous parler. On le sent dans le livre, on le sent. Dans le livre, non, on le sent. Mais quand même, c'est une question que vous avez parce que vous transgressez, pour le coup, vous transgressez Oui, je transgresse. Donc il y a un chapitre qui s'appelle la transgression aussi, 3 petits points. Effectivement, dans l'injonction de mon père, il nous disait, quand on est arrivé en France, ma soeur et moi, il nous réunissait le soir, il disait, bon, vous êtes venus pourquoi? On disait oui, pour l'école. On savait ça. Et puis en plus, ça ne nous inquiétait pas parce qu'on aimait bien l'école. Et puis il disait, mais attention, jamais une Française à la maison. Alors, bon, bah, écoute, moi j'ai 10 ans ou 12 ans, laisse-moi tranquille avec ça, on verra bien plus tard. Et évidemment, on se construit aussi dans les contradictions. C'est aussi ça la complexité. C'est la construction par la contradiction. Et la transcendance de la contradiction, tout en essayant de sauvegarder tout. Les parents, les racines, la culturation, l'amour, dont tu as parlé toi. Dont vous parlez dans votre livre, dont tu parles dans le livre. Et donc, évidemment, quand je rencontre ma femme, ma future femme, à l'université, voilà, dans l'amphithéâtre, on va devenir inséparables. Et puis, je ne vois pas pourquoi je transgresserais. Là, je préfère transgresser la loi du père à la loi. Vous écrivez, il n'était pas question pour moi de trahir le choix de l'amour.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'au fond, j'allais pas simplement, bêtement accepter, mais je me suis battu. Je me suis battu pour faire accepter. Alors j'ai été aidé, toujours par mon acolyte, hein, qui est là, j'ai été aidé par quelques amis. Enfin, ils n'ont pas réussi, eux, mais en fait, mon père était à tel point rigoureux et égalitaire, il ne voulait pas que mes sœurs épousent des non-musulmans. Et donc, pour ça, il fallait me l'interdire en premier à moi. Donc, c'était l'égalité totale à la maison. Et ça, vraiment, je l'admire pour ça aussi, et ma mère également. Et puis, évidemment, cette transgression, elle est liée aussi à l'émancipation par l'école. Donc, l'école, c'est à la fois la réussite, mais c'est aussi surtout l'émancipation, la critique, la capacité à réfléchir par soi-même, et à ne pas accepter des lois qui sont des lois simplement de reproduction de coutumes qui n'ont pas à être acceptées. On transporte en soi des valeurs qu'on aime, et puis on peut être armé pour... et donc je vais évidemment pas rompre avec mes parents, c'était impossible. Donc on était clandestins pendant des années. Et puis un jour, les choses vont se régler, et puis mon père, il va quand même au village, et il va consulter les sages du village. Il leur demande, il leur dit voilà, mon fils, ça va pas, il va épouser une Française, écoulé, etc. Bon. Et ils lui disent on connaît ton fils, s'il a choisi, c'est qu'elle est bien. Et donc il est revenu en disant bon, je suis pas content, hein, j'ai jamais été content, mais enfin après, quand il est revenu, il l'aimait, mais c'était compliqué. Donc c'est aussi ça la restitution honnête de ce livre, c'est que on se construit aussi dans la transgression. Et cette transgression, elle n'était pas voulue, elle était juste liée à un processus historique qui est que j'allais pas faire un effacement de quelque chose qui comptait pour moi, sous prétexte que c'était la loi, la loi ancestrale. Voilà. En plus, ma grand-mère m'avait fait rencontrer des centaines de filles marabouts. Elle me disait c'est là comme ça. Je vous propose de reprendre votre micro pour faire une dernière lecture pour aborder un dernier thème sur l'identité avant de faire réagir à ça, parce que j'imagine qu'il va y avoir des questions. Vous le voulez bien? Alors, il ne s'agissait plus de la nécessaire compréhension de l'impact de mes choix en tant que fils, ceux de la double transgression, du sentiment de trahison que je ressentais et de la culpabilité qui l'accompagnait. Car j'avais réussi la construction de mes projets et de mes choix dans et par la contradiction motrice qui me déterminait. Tu veux que je continue? Bien sûr. Souffrir de la difficulté de porter un prénom redondant avec le patronyme, mais le conserver et en faire un trait d'humour, un mot d'esprit pour l'imposer aux autres. Oui, parce que je dis toujours aux gens, c'est l'ordre alphabétique, je fais l'hypothèse que vous êtes alphabétisés. Un mot d'esprit pour l'imposer aux autres, réussir l'injonction de la réussite universitaire, devenir quelqu'un, entre guillemets, mais transgresser la loi du père de l'interdiction du mariage mixte et trahir l'engagement des prénoms berbéro-musulmans à donner à mes enfants, me construire comme un intellectuel libre, non rattaché à une méthodologie disciplinaire unique, sans rester enfermé dans la paradigme standard de la science économique, etc. Voilà, je pense que ça, je vais m'arrêter là, non? Si vous voulez. Tout en étant sûr et pensé, monsieur le professeur. Voilà. Rester fidèle à ma conscience d'homme de gauche tout en décidant de me porter candidat à la présidence d'une université réputée élitiste, sélective et prestigieuse, pour ces raisons mêmes d'ailleurs. Élever mes enfants dans la complexité de l'assimilation à la culture dominante tout en exigeant d'eux de maintenir un rapport étroit avec une Algérie qui ne pouvait leur être étrangère, mais à laquelle leur attachement est nécessairement beaucoup plus faible, leur demander de ne jamais aliéner leur intime conviction vers de Pouchki, et de vivre pleinement leurs désirs sans contrainte aucune, tout en leur rappelant de rester proches de leurs grands-parents kabyles, et tout en exigeant d'eux, à mon tour, comme l'avaient fait en réalité mon père et ma mère, la réussite académique portée au plus haut niveau. Cette construction dans la contradiction permanente ne peut exister sereinement que si se réalise le travail de compréhension des liens enchevêtrés entre toutes les strates culturelles, linguistiques, intellectuelles, éthiques et affectives qu'il faut pour mieux poursuivre leur superposition, leur rassemblage dans l'absence de cohésion, mais par le biais d'un réel trait d'union.
Il s'agissait désormais de réussir à laisser les enfants vivre leur vie, débarrasser du mandat que je ne pouvais m'empêcher de leur transmettre à mon tour, sans me rendre compte de la douleur ou de la charge qu'ils allaient eux aussi subir. Et le livre La démarche. Et justement, juste une dernière question sur justement ce livre, c'est véritablement une boîte à outils pour la construction de soi, notamment pour les plus jeunes. Vous leur permettez non pas d'aller vers des schémas binaires ou conflictuels, mais de travailler dans la complexité et de travailler différentes strates de ce qui peut composer une identité. Le terme n'est peut-être pas très approprié, mais en tout cas des appartenances culturelles. Et ça, c'est au sens qu'il est important. Est-ce que je peux vous demander si ça a un lien avec le fait que vous ayez entamé une psychanalyse? Non, mais il est impudique, hein, c'est pour les lecteurs. Non, mais c'est-à-dire que moi, j'étais élevé dans l'injonction du savoir. L'accès au savoir, c'est quelque chose de formidable. C'est infini. D'ailleurs, il y a un philosophe qui disait le savoir commence là où s'arrête la certitude. On n'a jamais de certitude. D'accord? Le savoir est infini. Un chercheur, c'est quelqu'un qui est très modeste, qui fait des hypothèses, qui se dit, bon, alors, je vais avancer comme ça, mais je vais peut-être échouer, et il faut rester humble. Et donc, si on est amené à... C'était quoi la question? Psychanalyse. Oui, psychanalyse, voilà. J'ai fait un acte manqué. Voilà. Et donc, si vous êtes à même d'accéder à la connaissance qu'offre la psychanalyse, pourquoi vous allez vous en empêcher? Pour quelle raison? C'est absolument conciliable avec la tradition maraboutique d'ailleurs. Celle de la transcendance, celle de la... qu'est-ce que font les gens? Voilà. Donc en fait, c'est très proche aussi de la méditation, de la façon... Mais c'est surtout un travail sur soi, un travail de compréhension pour vous défaire de la culpabilité, pour vous défaire un certain nombre de choses et pour pouvoir mieux embrasser aussi toutes les... Et en fait, c'est pas du tout magique, c'est un peu humoristique. Ça s'appelle le marabout et la psychanalyste. Le passage, le marabout et la psychanalyste. Donc c'est assez rigolo. Mais c'est surtout, ça aurait pu s'appeler esquisse d'auto-analyse. Allez, j'ai du cours. Hein. Oui, c'est très bien parce qu'on va donner la parole aux personnes qui sont là avec nous. Il est peut-être temps, mais on va laisser tomber des questions que j'avais en réserve. Donc si vous voulez réagir... Mais juste pour reprendre, c'est un livre sur l'éloge de la complexité. Il ne faut pas céder à la simplification. Et en même temps, on peut le faire en racontant ça de manière simple. C'est ça la pédagogie aussi, je pense. Mais il ne faut pas céder à la simplification. Parce que c'est le début de toutes les dictatures, de tous les fascismes. C'est la simplification. C'est la réduction des individus à une dimension. On n'a pas une. On a plusieurs couches, on les assume toutes. Les langues, on les transmet tel qu'on peut, et tout ça va, comme les rhizomes de Deleuze, se développer dans leur chemin. C'est le moment si vous voulez réagir ou poser une question. Un public. Même les questions impudiques sont bienvenues. Mais courtes. Mais courtes, les questions, oui. Parce qu'on a un professeur privé. Donc, qui veut vous poser une première question ou réagir? Je commence. Moi, j'aimerais vous remercier vraiment parce que j'ai l'impression que vous avez écrit le livre que j'aurais pu écrire. Et c'est incroyable, pas un thème. J'ai l'impression que j'ai pas vécu. Et pourtant, je suis né en 70. Là, je suis médiathécaire. J'ai été à l'école de la République. Et voilà. À chaque fois, on m'a dit, oui, mais de toute façon, cherche pas, ça sert à rien, tu ne réussiras pas. Et j'ai essayé quand même, j'ai continué. Et là, aujourd'hui, je fais je fais de la poésie, je fais de la peinture, etc. En tout cas, je tiens à vous remercier pour ça. Et maintenant, je suis aussi dans la contradiction parce que j'ai épousé une djerbienne qui est berbère donc de Tunisie. Et ça a été une catastrophe. C'est pareil avec les parents. C'est pas un Dion de psychanalyse ici. C'est horrible. Mais tous les Algériens, à mon avis, on a tous besoin. Et du coup, je voulais savoir
Là, j'ai un fils que j'ai appelé Amazer et tout, et ils sont pas du tout, enfin, ils lisent, mais alors ils sont dans le strict minimum syndical. Voilà, ils sont. Et qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas? Non, là je ne vous répondrai pas, je ne suis pas là pour donner des conseils. Juste, voilà. Mais C'est dans la ce que je peux vous dire simplement, c'est que ce que vous me dites sur votre trajectoire et le fait que vous vous reconnaissez. Vous n'avez pas lu encore le livre? Non, Eh ben, lisez-le, vous allez. je l'ai acheté pour la média. Voilà, ben, il faut le lire. C'est que beaucoup de gens me disent qu'ils se reconnaissent dans ce livre alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'histoire qu'elle vit. Il y a par exemple un de mes collègues, encore une fois, un autre collègue universitaire très réputé, qui m'a dit, moi je me suis retrouvé dans ce que tu exposes, les rencontres, les rapports aux autres, la construction dans la contradiction, le dépassement de la contradiction, parce que c'est pas juste subir les contradictions, il faut les dépasser à un moment donné. Il faut que ça donne débouche sur des résultats. Ben, tout ça, c'est finalement, ça exprime ce que je dis dans la 4e couverture. Mon parcours est loin d'être exceptionnel. Voilà. Il est relativement commun. Il a fallu quand même quelques conditions exceptionnelles. Oui, bien sûr, mais tout le monde n'est pas président d'une des meilleures universités du monde, ça c'est vrai. Mais quand même, c'est juste un processus. C'est juste un processus. Voilà. Et une série d'événements et de volonté, bien sûr. Oui. Je raconte aussi comment mon père a valorisé le travail comme une valeur première. Et il nous disait toujours, moi je suis ouvrier, je ne vous laisserai pas de bien matériel. C'est le laboureur et ses enfants. Exactement, c'est tout à fait ça. Il disait, mais moi je vous laisserai quelque chose que vous ne pourrez jamais céder si votre turpitude venait à vous pousser à vous en séparer pour obtenir de l'argent. Vous ne pouviez pas le faire, puisque c'est le savoir, c'est des diplômes, etc. Bon, voilà. Vous avez été élevé dans toute cette culture, vous réussissez nécessairement, donc je n'ai pas beaucoup de mérite. N'exagérez pas non plus. Est-ce qu'on peut avoir une autre réaction, une autre question? Monsieur le Président. Tu veux améliorer ta note? Oui, c'est ça, j'essaie d'améliorer ma note depuis tout à l'heure. Moi j'aimerais bien que vous développiez ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que lorsque une société envoie quelqu'un émigrer et qu'elle lui dit comment penser, c'est-à-dire combien il doit investir, combien il doit donner au village, qui il doit épouser, investir plutôt là-bas qu'ici, et lorsque la société qui accueille l'immigré, lui dit comment penser. D'ailleurs, vaut mieux que tu ailles vers une 6e de transition vers un CAP, plutôt que tu essayes statistiquement d'être professeur des universités. Est-ce que peut-être la clé de tout ça, c'est pas de penser par soi-même finalement? La formule d'Emmanuel Kant, sapere aude, ose comprendre, ose te servir de ton propre entendement. Est-ce que c'est pas ça qui vous a sauvé? C'est la devise de PSL. Si vous regardez de mon université. Sapere aude, oui. Non, en fait, encore une fois, c'est plus simple que ça. Vous êtes le produit social d'un processus historique. Voilà. Vous êtes le produit social d'un processus historique. Vous n'êtes pas un individu séparé. Et même dans vos échappements, quand vous échappez des chemins tracés, ben vous l'avez fait parce qu'on vous a donné des armes pour le faire aussi. Hein, la critique, l'école, la pensée. Je raconte mes premiers rencontres avec quelqu'un qui va devenir mon ami après et qui me dit est-ce que tu es pour ou contre la peine de mort? C'est la première chose qu'il me dit. Il me dit bonjour, est-ce que tu es pour ou contre la peine de mort? Alors, je dis, j'avais, je crois, 14 ans, j'étais à vélo, je faisais mon vélo au collège de Lésigny, et puis il me dit salut, est-ce que tu es pour ou contre la peine de mort? Je lui dis bah je sais pas, je savais pas qu'on pouvait penser pour ou contre. Nous en Algérie, on ne pensait pas pour ou contre. On ne savait pas qu'on pouvait penser contre. Et donc, ça me réveille. Et lui me dit, je l'écoute, donc je l'écoute, parce que comme je ne savais pas la réponse du tout, je ne savais pas de quoi il parlait, il m'explique l'habeas corpus, tout un truc, je l'écoute avec beaucoup d'intérêt. Et puis je lui dis, à la fin, je suis très bien, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'était une façon de m'échapper. Puis je suis rentré à la maison, j'ai pris le dictionnaire que j'avais, et puis j'ai lu peine de mort, machin, etc. Voilà.
Et c'est en fait les processus de création aussi de la libre pensée, ils proviennent des rencontres aussi, d'un environnement, etc. C'est pour ça que la mixité, c'est intéressant de rencontrer des gens différents, des gens qui viennent de d'autres sphères, parce que ça vous permet de sortir des injonctions, des mécanismes automatiques de reproduction. Voilà. Mais, enfin, je veux dire, il n'y a pas... C'est pas très complexe finalement, sinon que l'environnement compte beaucoup. Voilà, l'environnement compte beaucoup, et moi j'ai eu cette chance des années 70, qui était une période de professeurs engagés, de professeurs formidables. Et d'ailleurs, le racisme a existé à cause du nom, de mon nom. Quand j'ai fait des candidatures dans le privé, je n'ai jamais eu de réponse. Mais grâce à l'université, grâce au milieu de la recherche, au CNRS, etc., quand vous publiez un papier qui est bon, personne ne va vous dire que vous avez un nom qui ne va pas. On va dire, c'est génial, on va travailler ensemble, est-ce qu'on peut faire des choses. Donc c'est une société complexe, la société d'accueil aussi. Il faut la prendre dans sa complexité, parce que sinon on n'a pas de... On reste dans une impasse. On assigne aussi à notre tour les autres à des postures définitives. Or, personne n'est dans une posture définitive. Tout le monde peut bouger. Donc il faut trouver des issues. Et si les jeunes aujourd'hui se disent, non, je suis complètement foutu, de toute façon c'est une société raciste, c'est un racisme systémique d'État. Je ne crois pas qu'on ait un racisme systémique d'État. C'est pas vrai. On a des lois contre le racisme, on a des lois contre le systémisme, on a des partis politiques qui sont des exploiteurs du racisme et qui sont de plus en plus florissants. On le voit aux Pays-Bas aujourd'hui, mais ça n'est pas la même chose que d'affecter à l'État d'avoir mis en place un système d'apartheid ou de racisme systémique. C'est pas vrai. Donc il faut aussi qu'on regarde notre société dans laquelle nous vivons avec toute sa complexité. Sinon, il n'y a pas d'issue possible. Et je dis d'ailleurs, pour terminer, que finalement, il n'y a pas meilleur défenseur de la République que nous, descendants d'immigrés ou immigrés, parce que nous en avons pleinement bénéficié. De quoi nous avons bénéficié? De l'école de la République, du marché du travail qui intègre, parce que des communautés qui s'intègrent peu ont des marchés internes du travail. Pour les cas des immigrés descendants des pays du Maghreb, soit la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, l'insertion, elle se fait par les mécanismes standards, c'est-à-dire par l'école et par le travail salarié. Et aussi l'entrepreneuriat, bien sûr. Mais ce n'est pas un système de marché ethnique, local, qui intègre les gens dans la société pour gagner des revenus. C'est la raison pour laquelle, finalement, à regarder de plus près, à mettre les travaux scientifiques sur la table, et essayer de les diffuser, on voit que la réussite du modèle français d'intégration est beaucoup plus frappante que son échec. Simplement, on affecte à la politique d'immigration des échecs qui viennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres politiques qui ont totalement échoué ou pleinement échoué. Voilà. Juste une petite question par rapport à cela. Le savoir est fondamental, la connaissance est fondamentale dans votre parcours et dans l'histoire de ce livre. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, toute la production scientifique qui est faite par la recherche universitaire, notamment sur les questions migratoires, tout ce que vous dites qui est sourcé par de nombreuses études, ne soit pas entendu par les décideurs? Comme si le savoir perdait du sens aujourd'hui. Disons que, encore une fois, il faut bien regarder les choses de près. Quand j'ai écrit mon livre L'immigration en France, mythe et réalité chez Fayard en 2017, Fayard qui publie aujourd'hui Zemmour, etc. Il faut se sauver de chez Fayard. Voilà. Il était encore possible d'avoir un débat raisonné, de donner les chiffres de l'immigration, de donner l'impact sur l'économie. Pourquoi est-ce que les immigrés coûtent moins cher qu'ils ne rapportent? Pourquoi? Parce qu'en fait, on pouvait dire, par exemple, montrer une pyramide des âges des immigrés comparée à la pyramide des âges des autochtones. Et on voit que les immigrés sont surreprésentés dans les classes d'âge en âge de travailler, de 16 à 60 ans. Tandis qu'ils sont très peu représentés sur le bas de la pyramide et le haut de la pyramide.
c'est-à-dire les enfants, qui coûtent beaucoup plus cher, parce que les enfants ne travaillent pas, ou les personnes plus âgées. Donc, au niveau mondial, c'est tout à fait caractéristique. La pyramide, elle fait ça pour ce qui concerne les migrants internationaux. Pour ce qui concerne les autochtones, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une pyramide qui est de plus en plus importante dans le haut à cause du vieillissement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, bien entendu, on peut expliquer. Comprendre que il n'y a pas de substitution des emplois d'immigrés aux emplois des autochtones parce qu'ils sont complémentaires sur le marché du travail et pas substituables, c'est quelque chose qu'on peut expliquer aisément. Il y a des contextes où la population, l'opinion publique est ouverte à la discussion rationnelle, et il y a des périodes comme celles que nous vivons aujourd'hui, qui sont des périodes obscures, dans lesquelles la rationalité recule devant l'obscurantisme, devant les complotismes. On a fait des mesures là-dessus, des enquêtes. Les fausses nouvelles vont beaucoup plus vite que le savoir. Donc on est dans un monde qui est aussi aidé par les réseaux sociaux, les technologies, aussi le déclassement des classes moyennes, blanches, qui font le lit du trumpisme, le lit des partis d'extrême droite en Europe et en France, avec des spécificités dans chacun des pays. Et donc, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de parler de manière rationnelle, pas seulement d'ailleurs sur l'immigration, mais aussi sur les vaccins, mais aussi sur toute une série de sujets. Le cas d'attaque scientifique, par exemple. Alors, aujourd'hui, par exemple, nous faisons un effort considérable pour que, à l'université PSL, nous mettions dans nos programmes de recherche une partie non négligeable des moyens financiers pour favoriser les liens recherche-chercheurs-citoyens. C'est fondamental si on veut sauver la démocratie, parce que sinon on va effectivement droit au mur. Donc une chose est de dire le racisme est systémique d'État, qui est faux. Une chose est de reconnaître, une autre chose est de reconnaître l'état de la société et son évolution vers effectivement des périodes qu'on a connues dans l'histoire et vers une société fondée sur la prise de pouvoir par les partis d'extrême droite. Pourquoi aujourd'hui la question musulmane et la question algérienne en particulier est instrumentalisée? Parce que la spécificité du parti d'extrême droite français, ses points communs avec les autres partis populistes d'extrême droite, c'est le déclassement des classes moyennes, des classes blanches. Ça, c'est le point commun de tous les populismes. Trump a gagné comme ça. En Hongrie, c'est pareil, c'est rare. Aux Pays-Bas, souvent. On peut ajouter à ça une spécificité française du Front National et du Rassemblement National, qui est l'ancrage double sur le pétainisme d'un côté, converti aujourd'hui en islamophobie, mais en réalité c'est un ancrage très très fort, la collaboration, l'intégrisme catholique, une série de ramifications qui renvoient à la période noire de la collaboration. Puis de l'autre côté, la guerre d'Algérie et l'OAS. Et donc ces deux éléments ont été récupérés par les Républicains, par Retailleau en particulier, pour pouvoir combattre, se faire une place dans les voies qui peuvent être captées du Rassemblement national. Donc, on est dans une période complexe, mais ça n'est pas une période désespérée, parce que rien ne nous empêche, nous, d'avoir justement ce type de discours qui consiste à ne pas sombrer dans la simplification et la facilité, en accusant de manière homogène toute la société d'accueil, mais au contraire en cherchant les traits d'union avec les autres qui ne sont pas pour cette société-là, qui se préparent, mais qui sont au contraire pour une société démocratique. Et tous nos collègues, moi j'ai plein de collègues qui sont exactement comme moi, je ne vais pas me couper d'eux, au contraire. Et chacun d'entre nous doit faire ce travail de distinction et de solidarité avec
ceux qui souhaitent que le progrès et l'égalité, la liberté l'emportent sur l'obscurantisme et le fascisme, finalement. Les clés sont entre nos mains. On n'est pas juste là à assister. Vous avez tous des positions, vous avez parlé de médiathèque, etc. Chacun a une place dans la société qu'il peut convertir le mieux possible, de manière positive, en action. Je sais que vous le faites déjà pour la plupart d'entre vous. Mais le fait est que nous sommes une population insérée dans la société parfaitement bien. Moi, j'ai plein de collègues algériens qui sont dans la médecine et partout, enfin, parfaitement bien. Mais nous sommes invisibilisés parce que nous ne prenons pas la parole aussi. Voilà. Nous n'osons pas la prendre sur ces sujets-là de manière complexe. Parce que nous sommes aussi poussés vers les simplifications des partis, des représentants aussi des extrêmes qui sont représentés dans les sociétés immigrées. Il y en a qui vous poussent à prendre des positions complètement simplificatrices, complètement réductrices et qui vous poussent à adhérer finalement à une forme d'apartheid rampant. Il ne dépend que de nous d'être les porteurs du progrès et de la République. Finalement, les enfants de la République, c'est nous. C'est pas la République. Et une dernière réaction peut-être? Bonsoir. Je suppose que c'est par rapport à l'école que le savoir, enfin c'est l'école qui a permis d'avoir un certain savoir et de permettre aux gens, aux immigrés, d'accéder à un certain niveau tel que le vôtre, par exemple, ou moins. Mais l'école actuellement, dans la République, elle ne fait pas le travail qu'elle faisait à l'époque. Donc, moi j'enseigne tous les jours à ma fille qu'il faut travailler, qu'il faut faire cela, qu'il faut faire ceci par rapport au travail, même si on est stigmatisé d'une manière ou d'une autre, c'est grâce à l'école. On est venu en France grâce à l'école, on a pu s'intégrer grâce à l'école, au savoir. Mais cette école, elle est déjà cassée dès le départ. C'est comme si qu'il y a une as, donc vous avez réussi, juste après vous, il y en a quelques-uns, mais on est en train de, la République, elle est en train de casser l'école pour qu'il n'y ait pas beaucoup qui accèdent. Il faut vraiment une grosse volonté pour qu'ils puissent accéder au savoir ou alors à un niveau à être plus reconnu, moins racisé, moins. C'est l'école par rapport à l'école, c'est le savoir. Alors que l'école, elle est cassée. Mais de la République. Elle n'est pas cassée partout. Il y a encore plein de gens qui s'insèrent sur le marché du travail. Moi, j'en ai plein, des étudiants qui sont issus des programmes égalité des chances, qui rentrent par l'apprentissage à des postes de cadre très élevés. Et j'en ai de plus en plus. Statistiquement, ce que vous dites n'est pas vrai. Ce que vous dites est vrai sur le fait qu'il y a des zones dans lesquelles l'école est complètement délaissée et elle subit la crise, non pas de l'école elle-même, mais la crise des autres politiques. Des politiques d'aménagement du territoire, des politiques d'enclavement, etc. Ça, vous avez absolument raison. Et elle joue plus son rôle sur ces franges de la population qui sont délaissées. Tout à fait d'accord avec vous. Mais en même temps, la touche d'espoir que j'ai, c'est que si l'on investit, on réinvestit cette école, on lui donne des moyens. Parce qu'au fond, cette école, malgré tous les coups qu'elle a subis, et je vais dans votre sens, elle a résisté. Elle continue à faire entrer sur le marché du travail des gens de plus en plus nombreux. Il y a beaucoup plus de gens qui réussissent aujourd'hui qu'à mon époque. On était 0,1% de professeurs d'université. On était même pas 3% de professeurs du secondaire. On était peut-être 1% de médecins. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu. Donc il faut aussi ne pas donner cette vision réductrice d'une société, d'une immigration d'échec. C'est une immigration qui a réussi. Mais on ne parle que des situations d'échec qui existent.
qui sont fortes et qui sont coûteuses, ces situations d'échec, et qu'il faut traiter, évidemment. Il faut les traiter dans leur problématique. Réduire les classes de moitié, la taille des classes, redonner des moyens financiers beaucoup plus importants, payer davantage les enseignants. Il y a des solutions si on veut, et je ne crois pas, moi, je n'ai pas une vision paranoïaque des choses, je ne crois pas qu'il y ait une volonté de détruire cette école. Je crois qu'il y a simplement des choix qui sont faits sous contrainte, avec une dette publique, et ça, je peux vous parler de cela en tant qu'économiste. La très grosse erreur qui a été commise, c'est la période Covid. On a distribué de l'argent de manière totalement absurde, symétrique, c'est-à-dire en donnant la même chose aux riches et aux pauvres. Et on a distribué ça sans compter, quoi qu'il en coûte. Et c'est ça qui a fait grossir cette dette publique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un budget qui va, à l'université comme à l'école, être au détriment de l'école. Donc je ne dis pas que ça va très bien. Je ne dis pas ça. Je dis que non, c'est pas vrai qu'il y a un recul de l'entrée, de la réussite scolaire. Il y a en revanche des poches résiduelles qui sont dramatiques, comme jamais elles ne l'ont été. Et cette école-là, elle est, comme je reprends votre terme, dans ces endroits enclavés, réduits, assignés à résidence, elle est réduite à effectivement très peu de choses parce qu'elle n'en a plus du tout les moyens d'assurer sa mission. On affecte à l'école des missions qui ne sont pas de son ressort. Ça n'est pas de son ressort. Et cela passe par une autre politique d'éducation. Donc on est dans le débat politique le plus noble qui puisse exister, c'est que faire pour sauver cette école et la remonter. En effet, les programmes PISA, les données PISA qui mesurent le taux de niveau scolaire sont pas bons pour la France. Il y a un système dual qui est très très fort. Et donc il y a évidemment des corrections très fortes à apporter. Pour ça, il n'y a qu'une seule façon de résoudre la question, c'est un investissement sous forme d'une loi de programmation sanctuarisée dans l'éducation, du primaire jusqu'à l'université. La réduction des classes, la division des classes par deux, pour avoir des classes de taille moyenne, de taille petite, c'est un facteur de réussite énorme. Simplement, on les fait qu'en CP, puis ensuite on ne les poursuit pas. Voilà, donc il y a à poursuivre des bonnes idées, des méthodes aussi pédagogiques peut-être nouvelles. Il y a toute une série de solutions qui existent. Je crois qu'il vaut mieux être dans l'espoir qu'on puisse trouver des solutions que dans le désespoir de la marginalisation. Voilà. Après, ce que vous dites est aussi juste, et je l'entends parfaitement bien, mais encore une fois, il n'est pas représentatif de toute la situation, et il n'est pas le résultat de l'échec de la politique, de l'éducation, du système scolaire lui-même, mais des autres politiques. Et ça, on ne s'en rend pas suffisamment compte, parce qu'on affecte à l'école et on affecte à l'immigration des mots qui ne sont pas de leur ressort. Bien, je vous remercie. Je pense qu'on va peut-être arrêter là. Il sera toujours possible de continuer un peu la discussion à l'étage et de vous faire dédicacer le livre. Merci d'être venu ce soir et de nous avoir parlé de ce livre.